Bon, d'abord, même à l'époque de Darwin, il y avait encore des discussions pour savoir à quoi servait le pollen. Et donc, le problème de savoir si jamais... Pour Darwin, ça faisait aucun doute que le pollen, c'était un principe fécondant et que c'était la fonction mâle, mais il y avait encore beaucoup de discussions là-dessus à cette époque-là. Et Darwin a sorti des phrases tout à fait remarquables comme « la nature a horreur de l'autofécondation continue ». Donc effectivement, Darwin a montré à quel point il y avait dans la nature des mécanismes qui s'étaient mis en place pour que les plantes se croisent entre elles plutôt que de se féconder. Donc soit des sexes différents par la forme différente des fleurs, soit l'existence de plantes qui n'avaient pas d'étamines et qui du coup étaient nécessairement fécondées par d'autres. Il n'avait pas bien sûr pu découvrir l'auto-incompatibilité qu'on a découverte ensuite, qui est associée parfois à des différences morphologiques comme celles qu'il a trouvées chez les primes vers, mais qui parfois, comme chez le trèfle, ne se voit pas. Donc ça, il ne l'a pas vu. Mais effectivement, l'idée que l'autofécondation est évitée globalement chez les plantes et qu'il y a plein de mécanismes pour ça, c'est Darwin qui l'a sorti le premier et qui a fait un travail remarquable là-dessus. Et par exemple, le travail aussi sur le fait qu'il y ait chez les plantes, il y a quelque chose de spécial hein, du point de vue sexuel. C'est que si la structure de base de la fleur est hermaphrodite, il existe beaucoup d'espèces, en gros 10%, chez lesquelles il y a des hermaphrodites et des femelles. Beaucoup plus que d'espèces où il y a des mâles et des femelles, qui sont plutôt rares. Et il a longuement montré ça. Il a étudié le thym, par exemple, qui est une plante dans ce genre-là, et qui a donné lieu à de multiples études par la suite. Donc il a été absolument un pionnier. Et si Darwin n'était pas connu pour sa théorie de l'évolution, il serait certainement reconnu comme un grand zoologiste et comme un grand botaniste. Donc effectivement, Darwin fait un travail expérimental extrêmement moderne, d'abord, hein, d'essayer de mettre du pollen d'une plante à style long sur des plantes à style court, ça marche. Et puis sur les plantes à style long entre elles, les plantes à style court entre elles, ça marche pas. Et puis à chaque fois, il note combien de graines il obtient. Et justement, il est très quantitatif, ce qui est quand même tout à fait original. Et c'est pareil avec les histoires de femelles par rapport aux hermaphrodites. Eh bien, il va aller dans la nature, il va compter combien les femelles produisent de graines, montrer qu'elles en produisent plus que les hermaphrodites, et mettre en place une méthodologie qui, au fond, celle qu'on a continué à employer 150 ans plus tard, on continue à travailler un peu de la même façon. Il est clair que les plantes ont une certaine appréciation de leur environnement et que les racines vont aller chercher là où il y a le plus de choses à se procurer, que les tiges grimpantes vont savoir trouver les zones les plus propices à la croissance. Quand Darwin compare ça à des aspects neuronaux, je ne suis pas sûr qu'on puisse complètement le suivre. Là, je trouve qu'il est peut-être allé un petit peu loin. Je pense qu'il voulait montrer l'unité du monde vivant, et sur ce plan-là, on peut que le comprendre. Mais aujourd'hui, je pense qu'on est un peu moins loin dans ce domaine-là. Non, mais je pense que ce qui est extraordinaire dans le travail de Darwin sur la botanique et la coévolution plante-insecte, c'est qu'il avait bien compris la théorie de l'évolution. Et ça, c'est extraordinaire parce que très souvent, quand on découvre quelque chose, ben on en a une vision encore extrêmement floue, alors que lui, il avait, enfin au moment, en tout cas de l'apparition de l'origine des espèces et après, il en avait une perception parfaitement pointue, et du coup, il pouvait faire des prédictions, effectivement, voyant qu'une fleur a une certaine forme, ben, donner des caractéristiques de l'animal qui la pollinise. Et réciproquement, voyant un pollinisateur, il pouvait deviner, faire des hypothèses en tout cas, sur les plantes qui seraient adaptées. Donc effectivement, la longueur de l'éperon dans une fleur, l'éperon nectarifère, donne une indication sur la longueur de la trompe du papillon qui doit polliniser cette plante. Et il va même montrer aussi comment il peut y avoir des tricheurs qui vont chercher le nectar sans polliniser. Donc il décrit le processus évolutif, coévolutif, d'une certaine façon, vraiment comme on le décrit aujourd'hui. Il y a vraiment pratiquement, sur les bases, on n'a rien ajouté de nouveau, sauf la génétique qui permet d'expliquer comment se transmettent les caractères. Mais sur les bases des mécanismes évolutifs eux-mêmes, on peut dire qu'il avait tout vu, à certains points de vue, ouais, sur cette histoire de plantes, de fécondation et d'interaction avec les pollinisateurs. Je pense que la caractéristique de Darwin par rapport aux naturalistes d'avant, c'est qu'à la fois il a allié une très grande connaissance naturaliste au sens classique du terme, c'est-à-dire une connaissance des échantillons, etc., avec une approche écologique. Au fond, il a inventé l'approche écologique.
C'est la différence avec des Cuvier, des Lamarck, etc., qui travaillaient dans leur cabinet, mais qui n'allaient pas étudier les animaux ou les plantes sur le terrain. Je pense que ce que ça dénote de plus, c'est cette aptitude de Darwin à intégrer l'écologie dans sa vision de la diversité des espèces, alors que jusque-là, on se contentait de décrire la diversité des espèces comme si elles étaient hors de leur milieu. Et si le mot écologie a été fabriqué par Haeckel à la suite des travaux de Darwin, je pense que ce n'est pas un hasard. C'est qu'il a non seulement inventé l'évolution, mais il a inventé l'écologie aussi.